Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Brinon-sur-Sauldre, en Sologne, et comme vous le savez, bordé par la Loire, à quelques kilomètres d'ici. On est aussi au pays du célèbre Rabolio, immortalisé par Maurice Genevoix. Alors une fois n'est pas coutume, mon guide aujourd'hui est un couple. Catherine et Bernard Desjeux sont éditeurs, auteurs, journalistes, photographes, et ils sont notamment auteurs de très nombreux livres sur la Loire. On va aller à leur rencontre dans leur ferme solognote. Entrez. Bonjour. Vous êtes chez vous. Vous allez bien, Catherine? Oui, bonjour Sylvie. Bonjour Bernard. Vous habitez dans un endroit magnifique, hein, mais j'étais juste un peu étonnée de ne pas me retrouver dans une maison au bord de Loire, avec tout ce que vous avez écrit sur le fleuve. Hein. On vous imaginait plus ligérien. C'est pas très loin quand même, c'est la boucle du fleuve quand même. C'est la Sologne, c'est juste bordé au nord, à l'est par la Loire. Grandvaux, c'est ici, et c'est non seulement votre ancrage, mais c'est aussi le départ de beaucoup de choses dans votre vie professionnelle. Mais comme on a une vie professionnelle très mobile, sans aucune garantie d'aucune sorte, sans filet, depuis 40 ans, on voulait faire ce qui nous plaisait. On est parti des mois en Afrique, sans aucune commande, sans rien, dans une 404. On avait un point fixe au monde, c'était ici, quoi. On avait un endroit au monde où on pouvait poser notre sac, quoi. Est-ce que si pour vous résumer, je parlais de deux cours d'eau, la Loire, le Niger, ça vous définit assez bien? Je sais pas, peut-être, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps au bord de la Loire, on a passé beaucoup de temps au bord du Niger, et moi j'ai passé toute mon enfance au bord de la Sauldre. Et la Sauldre, c'est un petit cours d'eau magique qui est un peu le résumé de tous les cours d'eau, enfin au moins dans ma tête en tout cas. En fait, on est parti d'abord en Afrique. Bernard était coopérant au Dahomey à l'époque, le Bénin d'aujourd'hui, et on est revenu avec cette envie de voyager, cette envie de continuer à voyager, cette envie de transmettre. Et puis on a proposé nos sujets dans les journaux et dans des magazines. Et là, on nous a dit, ah oui, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est très beau, mais qui va écrire? On n'a pas de journalistes qui connaissent ce sujet. On a dit, bah nous, on va écrire. Voilà. Quand même, concrètement, comment ça se passe en fait, l'émergence, comment ça se passe? Ça se passe bien. Bah, si vous êtes toujours ensemble, à travailler notamment ensemble, c'est que quelque part, vous devez vous y retrouver. C'est comme les enfants, ça se fait à deux, quoi. Sans vouloir vous contredire, on a quand même un rôle un peu plus actif. Oui, mais ça s'appelle la maternité. Non, mais c'est bien ce que je dis, oui. Ah, oui, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est Catherine qui fait tout, voilà. Très bien compris. Ce livre, donc, on a réédité, était devenu le livre des Ligériens. Les Ligériens. De référence, hein. Ah, de référence, faut pas trop crâner quand même, mais il y a eu un consensus là-dessus. Regardez cette maison qui flotte là. Là, il y a une crue, il y a une crue de Loire. Voilà, et la Loire est en crue, et en fait, cette maison qui est ancienne, pour qu'elle soit inondée, il faut vraiment que la Loire monte encore, parce qu'on est dans une zone où elle est très très large. C'est un peu comme notre étang. Pour qu'il monte encore de quelques centimètres, il faut beaucoup d'eau, parce qu'il s'étend. Quand on fait une photo, il y a une intention. Même si cette intention vient de l'inconscient, quoi. Et souvent, la bonne image, c'est souvent une image mentale. On voit le résultat, on dit mais ça n'existe pas. Il y a au Bon Vin de Touraine, je ne sais pas si tu arrives à la trouver, c'est la sortie d'un café. C'est l'archétype du café en Touraine, c'est Azé le Rideau, c'est un petit café très modeste. Eh ben on va aller faire un petit tour, tiens, dans les vignes. On va s'intéresser à la BD avec Étienne Davodo qui vient de publier un ouvrage autour de la vigne. Et il est retourné pour nous sur les terres viticoles de son ami vigneron du Léon, avec lequel il a fait cet ouvrage. Voilà, c'est un bel épicurien lui aussi, quelque chose me dit que vous aussi. Je te surveille de toute façon, tu sais. Vas-y, j'attends, je t'écoute. Enlève-le celui-là. Carrément. Ça c'est limite court, tiens. Ah putain, t'es Sur les jamais deux content. extérieurs, toujours un petit peu plus court. Sur le milieu, serré. D'accord. Tu vois? Tu peux le mettre là, tu vois? Vas-y. Ce qui est drôle, c'est après, c'est de retrouver des pieds. J'en ai retrouvé encore. Tiens, c'est un pied taillé par Étienne. Il y a ma signature. Oui, une signature.
sorte d'originalité. L'originalité d'un dessinateur. Pendant 1 an et demi, Étienne Davodo a eu le temps de laisser son empreinte dans les vignes de son copain Richard Leroy. C'est ici entre autres qu'ils ont partagé leur univers respectif, chacun à la fois expert et ignorant. Et comme dans toutes les histoires d'amitié et de passion, les échanges tournent parfois au désaccord. La seule différence, c'est que je suis capable de le reconnaître, moi. Ah putain. Elle est bonne. Filme ça, parce que ça, je veux que ça reste dans les archives. Quand je verse à Étienne, tu vois, je sais pas, un côte rôti, la mouline, par exemple, tu vois, qu'on avait bu, 91. Ouais. Ça, c'est une bouteille de collectionneur, ça vaut quelques centaines d'euros, c'est un des plus grands vins du Rhône et tout ça. Aujourd'hui, Étienne, il met ça dans sa bouche, il le goûte, il est pas emballé, il leur crache à l'évier. Et c'est drôle parce qu'effectivement, les collectionneurs seraient mais ahuris de faire ça. Mais par contre, moi aujourd'hui, j'ai franchi un stade qui me fait dire, qui me fait savoir pourquoi ça n'est pas bon. Parce qu'il y a des raisons, c'est pas bon. Et bien, Moebius, c'est pareil, ça colle pas. Ben oui. Je sais pas pourquoi ça colle pas, mais ça colle pas, Moebius. Je vous assure. C'est une question de temps. Tu verras. T'es trop jeune. Oui, ben moi je vais te faire filer. Je vais t'en faire boire des côtes rôties comme ça, tu vois. À un moment donné, t'en auras marre de te faire brûler l'œsophage parce qu'il y a de l'acide tartrique qui a été rajouté. D'accord. Richard trouve que le dessin de Moebius n'est pas bon. Comte Étienne ne reconnaît pas le vin de Richard lors d'une dégustation. Autant de scénettes qui pimentent le récit de cette initiation croisée. On a souvent des tendances à voir des choses, comment dirais-je, toutes mâchées habituellement quand on voit des films sur le vin. Et souvent ça reflète pas assez, on n'est pas du tout en liberté et ça reflète pas vraiment la vie que mènent les gens. Alors que Étienne, j'étais à peu près sûr de la façon dont il avait composé ses ouvrages précédents, j'étais sûr qu'il serait dans le bon ton. Justement parce que la bande dessinée est assez légère, voire pauvre techniquement, c'est-à-dire qu'on a besoin de quasiment rien, je crois que c'est ça qui permet de s'approcher au plus près des personnages et donc de donner ce côté humain qu'on veut bien trouver dans certains de mes livres. C'est qu'il n'y a pas... Voilà, on est directement le lecteur, le personnage qui se raconte, et puis l'auteur ont cette proximité. C'est un truc un peu furtif comme ça, qui est difficile à saisir, mais qui peut se mettre en place sur ce genre de procédé narratif, je crois. L'aventure humaine trouve aujourd'hui une nouvelle finalité pour Étienne. Après toi, mon chef. Il découvre la cuvée Richard Leroy 2010, le vin d'un passionné élaboré en biodynamie, un Anjou blanc bio dont il raconte l'élaboration dans son ouvrage et pour lequel il a donné de sa sueur. Tu reconnais la date de vendange? Oui, c'est un matin. Oui. Ce qu'il lui faut, c'est qu'il s'apaise un petit peu, que l'élevage le tranquillise. C'est la grande période où on commence à avoir plaisir à déguster les vins. On peut même les boire, tiens. Bah, tiens, on va faire ça. Quand on a passé du temps dans les vignes et tout, on est plus attentif. En tout cas, pour ce qui me concerne, on est plus attentif à ce que donne le résultat final. Pour autant, je reste un ignorant, moi, dans le domaine de la dégustation. Donc je me heurte à mes limites de dégustateur qui sont encore très, très présentes. Mais ça me permet au moins de me sentir directement concerné par ce vin-là, par exemple. Maintenant, encore une fois, pour pouvoir comparer des vins qu'on a bu, pour pouvoir les garder en mémoire comme Richard est capable de le faire, je pense qu'il faut des années et des années. Donc mon bouquin porte très très bien son titre pour ce qui me concerne. Ça sent bon, ça tient. Étienne, barrique suivante. Attends, une seconde. Non, tu vas pas assez vite si on veut tout goûter ce soir. On est de retour sur les terres solognotes de Catherine et Bernard. Au bout, il y a la Sauldre, hein, et vous aviez envie de m'y emmener pour une raison particulière. Hein. Oui, parce que c'est toute mon enfance, c'est tout mon patrimoine. C'est là où j'ai découvert la nature, où j'ai passé les petits matins à la pêche, à pêcher le gardon, la truite. Et quand le naturaliste Jean-Paul Thévenin, que je connaissais par ailleurs par ses livres, nous a proposé un manuscrit, qu'on a publié un livre qui s'appelle Traces de vie, la première chose que j'ai fait, c'est de l'emmener ici au bord de la Sauldre. Et il m'a lu le paysage d'une manière extraordinaire. Okay. Et c'est notre guide sur ce terrain vert. Bonjour Jean-Paul. Bonjour.
Vous êtes naturaliste, ça veut dire quoi en 2012 En 2 mots, un naturaliste en 2012, c'est quelqu'un qui observe la nature, qui essaye de la comprendre et aussi qui essaye de la faire partager au plus grand nombre, alors par différents moyens, par des livres, par des conférences, etc. quoi. Pourquoi est-ce que cette terre-là est solognote On est dans un endroit un peu particulier, on est dans la vallée alluviale de la Sauldre. Et la Sauldre, c'est une rivière qui descend du Pays Fort. On a par exemple ici sur le sol un amoncellement de silex que vous voyez au bord de la rivière. Et ces silex sont typiquement issus du Pays Fort, ils ne sont pas d'origine solognote. Et quand vous vous baladez, tous les trois, oui. Vous avez votre guide particulier qui vous initie sur la faune, la flore. C'est pas un guide, c'est quelqu'un qui vous rend intelligent. Non, qui vous éveille des choses, qui vous révèle des choses plutôt qu'il vous dit regarde à droite, regarde à gauche. Les 3 espèces d'arbres principales et typiques de ce genre d'endroit, c'est le frêne que vous avez ici, qui est en fleurs. On a ici des aulnes glutineux, qui sont également en fleurs, c'est des petits chatons qu'on voit pendre au bout des arbres, ce sont des fleurs de mâles de l'aulne glutineux. On a par exemple des saules, qui sont une autre espèce de bord de rivière, et de forêt alluviale. Alors on appelle forêt alluviale ces boisements qui se développent sur des alluvions, c'est-à-dire sur des sédiments déposés par la rivière. Entre naturalisme et herboristerie, finalement, la frontière est assez ténue et on va quitter un tout petit peu la terre solognote pour aller du côté d'Angers. On va aller à la rencontre d'une herboriste, justement, passionnée, comme vous. Elle a créé il y a quelque temps une ligne de cosmétiques. Vous parlez tout à l'heure de violettes. Regardez ce qu'elle fait avec les violettes. Et sa ligne s'appelle Douce Angevine. Ça ne s'invente pas et c'est tellement joli. Dans un petit village du Nord Angevin, sur les bords du Loir, Michel Cros prépare des potions magiques. Ça a commencé vraiment il y a 20 ans, on va dire, même peut-être plus. J'ai donc fait des études d'herboriste, phytologue, et c'est vraiment la chose qui me passionne depuis longtemps, mais que j'ai enfin trouvé. Un jour, Michel décide de mettre son savoir-faire d'herboriste au service des cosmétiques, du bien-être et de la beauté, pour ne plus avoir à utiliser des produits industriels, mais aussi parce que son jardin lui offre un véritable trésor. À l'image des bonnes femmes du Moyen-Âge, Michel transforme les produits de sa cueillette le plus naturellement possible, ici, dans sa maison. Et avec ce souci de travailler toujours de cette façon-là, une façon très ancienne en fait, complètement hors du temps. Je prends les plus jolies. Est-ce que celles qui ne sont pas encore ouvertes, peut-être elles s'ouvriront demain. C'est vraiment un cadeau, du coup, je trouve, de cueillir les violettes. Comme elles sont toutes petites et elles sentent tellement bon. La violette, elle est petite, mais elle a vraiment des vertus très intéressantes. Et puis le fait qu'elle soit fraîchement cueillie et tout de suite transformée, son énergie reste vraiment dans la fleur. Et puis ensuite, elle va se communiquer aux huiles avec lesquelles elle va être en contact. Voilà, on va les sécher, tu vois, pour ça, doucement, mais sûrement parce que elles ont des petites gouttes de rosée. Oh, là, ça sent. Oui. Des gaz. Avec les plantes, j'ai fait le choix de rendre belle la peau. Déjà, c'est une grande enveloppe, hein, c'est ce qui enveloppe le corps entier. Et justement, à cause de ça, j'ai trouvé qu'il était capital que la peau soit nourrie avec la meilleure nourriture possible.
Et pour moi, c'était vraiment une nourriture à base de plantes, vraiment avec 100% de plantes. Elles sont bien imprégnées, bien saturées. On va les mettre à une chaleur très douce pour qu'elles se fondent encore mieux dans toutes ces petites huiles végétales. Bon alors toi Bérangère, tu mets la farine de riz en premier, hein, et puis moi dans un petit moment quand le bain joint sera bien pulvérisé, je le mettrai aussi, comme ça on commencera à tout mélanger. Lys blanc, thym, osmanthus, romarin. Dans son petit jardin de curé, comme elle l'appelle, Michel fait cohabiter simple et plantes rares. Une vraie sorcière, diront certains. Une guérisseuse, diront les autres. Et pourtant, Michel ne travaille que pour la beauté, laissant pour l'instant de côté le soin thérapeutique. S'il faut être guérisseuse, bon, je veux bien, pourquoi pas, hein, mais quand j'aurai 80 ans alors. On dit que la Sologne regorge de gibier. Là, vous m'avez amené sur un territoire qui regorge d'un tas d'animaux au-delà du gibier habituel solognois. Oui, là, je vous ai amené donc, dans les studios Jacana que Jean-Philippe Varin a créé. Donc voilà, on est Jean-Philippe qu'on connaît depuis une trentaine d'années, qu'on a connu photographe, on a connu fondateur de l'agence Jacana. Vous avez dû travailler avec de très nombreux cinéastes, non ? Ah oui. Bah oui, on a plus de 2000 films derrière nous, ça fait beaucoup de... Par exemple, les faites-nous rêver. Pour un très vieux, l'ours de Jean-Jacques Hano. Ouais. Pour un récent dans lequel il y avait des aigles, c'est le film AO de Jacques Malater. Et puis là, on est en train de préparer le prochain Balasco. Parce qu'il y a des animaux parce qu'il y a des animaux, oui. Les animaux en général, mais les oiseaux aussi. C'est un peu comme les enfants, il faut y aller doucement, il faut être très calme, très lent. Et avant de les lâcher en pleine nature, où ils peuvent prendre peur et voler jusqu'à être épuisés, eh bien j'ai conçu une très grande volière, parce qu'elle fait 70 mètres de long, et elle est très vaste, pour les habituer à voler. Et quand ils sont parfaitement à l'aise là-dedans, on peut aller pratiquement n'importe où dans la nature. Vous avez senti le vent ? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, dans le temps. Je ferme les yeux quand même, hein. Voilà. Alors il y a un mot très à la mode, c'est la gestion des risques. Est-ce que dans votre entreprise... ça, parce que quand on vous met à côté d'un tigre, je gère le risque. Si vous avez l'air très appétissant, tyrannie. Mais vous n'êtes pas un tigre. C'est quoi les animaux que vous préférez diriger ? Enfin, diriger presque, parce que c'est presque un travail d'acteur. Oui, mais c'est pas diriger, c'est arriver à obtenir d'un truc que vous connaissez pas, que vous savez qui fonctionne pas comme vous, qui ne perçoit pas l'environnement comme vous, qui n'est pas équipé des mêmes détecteurs que nous. Bien sûr, il voit, il entend, mais il y a des tas d'autres choses qui sont. Et bien d'arriver à ce que cet animal aille simplement d'un point A à un point B, et au moment où vous lui demandez. Ça, c'est déjà excitant. Alors, d'arriver à faire ça avec une mouche et d'arriver à faire ça avec un gros oiseau, il y a quand même une jubilation à chaque fois. Et la mouche est aussi très excitante. Mais je rigole pas. C'est-à-dire, si on arrive à trouver des astuces qui font qu'un animal qui est loin de nous, un ver de terre, un poisson, une limace, on obtient quelque chose d'autre, eh bien c'est jubilatoire. De l'infiniment petit à... Sous microscope, on faisait travailler des protozoaires, c'est-à-dire des amibes, des animaux monocellulaires. Et on arrivait à leur faire des trucs. Et ça passe par la nourriture, ça passe voilà, vous êtes très perspicace. C'était pire que ça. Avec les protozoaires... Essayez de faire des choses avec moi, de me mettre à un point A et de me demander d'aller à un point B. Allez voir, c'est pas aussi simple. Vous pariez que je vous fais faire des choses que vous ne contrôlerez pas? Non, c'est marrant, mais je ne comprends pas. Tu me tournes ça. Eh bien, je peux tout à fait vous faire avoir des comportements que vous ne contrôlerez pas. Bon, d'accord, mais ça ne vous intéresse pas. Bon, c'est coupé. Gris Saradan, vers les bas.
Lindous a toujours l'air distingué. Hein. Ouais. Vous en connaissez beaucoup? C'est toujours très... Voilà. Voilà, enfin on a même droit à un petit début de parade. Voilà. Hein, c'est énorme. Elle fait un cœur. Hein. Mais non, tu vas laisser ton téléphone. Je crois que Bernard a un ticket là. Hein. mais oui, Bernard, dis-lui quelques mots. Est-ce que vous avez déjà eu affaire au Gonzague-Saint-Brie? Ah, le Gonzague-Saint-Brie, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, mais je ne me suis pas fait mordre. Vous avez de la chance, c'est pas toujours le cas. Dans le reportage qu'on va regarder maintenant, le Gonzague-Saint-Brie qu'on vous propose aujourd'hui est un Gonzague-Saint-Brie plutôt à Corte aussi. Il nous parle de son nouveau livre, un nouveau livre autour de la Loire, bien évidemment. Elle n'est pas très loin. Dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. De Charles Péguy à Léonard de Vinci, il n'y a qu'un pont qui les sépare. Léonard, le visionnaire, aime se plonger dans les remous du fleuve. J'aime la Loire parce que je pense à Léonard, parce que lui, il venait sur les bords de la Loire. Il était grand, il montait très bien à cheval, et il dessinait les remous, la violence des eaux ici. Et il avait même un grand cornet pour écouter ce qui se passe au fond des eaux. Gonzague-Saint-Brie est élevé en bord de Loire. Au-delà de ses voyages, il revient aux sources. Partout, sur tous les fleuves du monde, je retrouvais la Loire. En fait, la patrie des fleuves est mondiale et la signature de la Loire est singulière. La Loire, pour l'auteur de nombreux ouvrages, représente une immensité de breuvages littéraires. La Loire est l'encrier où ils peuvent plonger leurs plumes. C'est sûr qu'il y a un rapport entre la langue et la Loire. Cette langue qui est fluide, qui est belle, qui est parfumée, qui est ensoleillée, comme aujourd'hui, qui est aérée. La limpidité du style, c'est une coulée de Loire. Sa naissance dans la demeure familiale du Clos Lucé, maison de Léonard de Vinci, lui a donné, dès son plus jeune âge, l'envie de découvrir et coucher sur papier l'œuvre du peintre de la Joconde, et de ressentir l'esprit de ce maître. Ça m'a donné aussi une relation avec le temps qui est différente, et je pense que c'est ça qu'apporte la culture. Ne pas revenir sur le passé, c'est la meilleure façon que ce passé revienne sur vous. Donc on doit tous être très heureux avec d'abord connaître son propre passé et ensuite explorer le passé comme on explore l'avenir. Il n'y a rien de mieux que le décalage horaire de la culture. Loin des salons parisiens, Gonzague reste à l'écoute avec l'envie d'apprendre et de transmettre, comme son maître Léonard l'a fait toute sa vie. Sans parler de bonne table, sans parler de gastronomie. Et ici, c'est une table que vous appréciez, je crois. Oui, on est à la Solaignette, à Brinon-sur-Saône. Hein. Voilà, on est dans la cuisine de David. Les cuisiniers, en général, sont des hommes plutôt secrets, hein? Un peu. Ouais, c'est votre cas? Un peu, oui, beaucoup même. Vous nous dévoilez quand même un peu de la recette du jour? Oui, le canard à l'orange, canard colvert à l'orange, venu de la chasse. Et donc je vais vous faire voir comment on veut le préparer. D'accord. Colvert, c'est obligatoire, c'est un gage de goût, de qualité? Oui, c'est la Sologne, c'est un canard d'étang, il est de passage, c'est vraiment un produit de la chasse. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce canard? Alors là, on le fait revenir pour commencer. Les mains avec des gants. Puis ils ont inventé les raquettes. Ce jeu d'extérieur s'est mis à l'abri dans une grande salle où deux joueurs s'affrontaient séparés par une sorte de filet. C'est pour éviter que les spectateurs ne s'installent sur le terrain de jeu que furent créées ces fameuses galeries.
les pommiers et autres amateurs du jeu de paume n'avaient plus qu'à montrer leur talent pour épater la galerie. Oui, enfin, c'est une façon de parler. Critérium du Dauphiné, c'est l'heure de vérité. Avec plus de 1000 km et des cols qui déboulent en avalanche, la course vous a gardé le meilleur pour la fin. Commencée piano, elle se termine fortissimo sur 3 étapes de montagne. À moins d'1 mois du Tour de France, rendez-vous à Châtel pour découvrir l'heureux élu et affiner vos pronostics. Critérium du Dauphiné, vivez l'arrivée en direct à partir de 13h20 sur France 3. La touche.